Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace dédié à l'analyse posée et à la compréhension des dynamiques institutionnelles contemporaines. Aujourd'hui, nous revenons sur des propos du docteur Rufin relatifs au processus électoral en Centrafrique, et plus précisément aux appuis extérieurs évoqués dans son intervention ainsi qu'aux mécanismes de suivi qui peuvent les accompagner. À travers une lecture structurée et factuelle, cette séquence propose d'éclairer le contexte dans lequel ces déclarations s'inscrivent, en tenant compte des pratiques courantes des relations internationales et des cadres institutionnels existants. Le docteur Rufin y développe une réflexion sur l'équilibre entre organisation nationale, coopération internationale et responsabilité dans la gestion des ressources mobilisées. Notre analyse vise à replacer ces éléments dans une perspective plus large, en mettant en avant les enjeux de transparence, de cohérence des choix publics et de renforcement progressif des capacités internes. L'objectif est d'offrir aux spectateurs des clés de compréhension claires, sans parti pris, afin de mieux appréhender les débats actuels autour de la gouvernance et du développement institutionnel dans la région. Le Centrafrique est en train d'organiser des élections. L'Union européenne s'investit. La France veut contrôler les élections. La France veut décider de qui a gagné les élections. La France veut fourrer son nez, ses pattes partout. Les Centrafricains se fâchent. Le gouvernement de Touadéra s'insurge. Il dit, il n'y a pas d'ingérence. Ça, c'est de l'ingérence. Ne vous ingérez pas dans nos affaires. Vous comprenez, non? Très bien. Moi, je suis d'accord avec eux. On n'a pas le droit de s'ingérer dans leurs affaires. Sauf que, les amis, sauf que, en novembre dernier, là, les Centrafricains eux-mêmes, le gouvernement de Touadéra, là, Touadéra lui-même, ils sont allés en Europe pour tendre la main. Oh, pardon, donnez-nous l'argent. Donnez-nous l'argent. On a besoin d'argent pour organiser les élections. On souffre, on a ceci, on a cela. Hein, bon, ok. On leur a jeté des miettes. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros là, c'est des miettes, c'est pas de l'argent. Si quelqu'un vous dit que c'est de l'argent, c'est faux, c'est pas de l'argent. 10 millions d'euros. On leur a donné 10 millions d'euros. Dans les 10 millions d'euros, la France a donné 2 millions. Avec sa misère, elle a pu trouver quand même 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Les amis, est-ce que c'est de l'argent ça? 2 millions d'euros. La France a pris 2 millions d'euros. Ils sont venus, ils ont commencé à organiser les élections. Maintenant, la France se mêle. Ils disent non, c'est de l'ingérence. Mais attendez. Quand vous êtes allés demander de l'argent là, c'était quoi? C'est une façon de les inviter à s'ingérer. Les amis, il y a l'ingérence en tant que telle, mais il y a aussi les instruments de l'ingérence. C'est-à-dire, vous organisez vos élections. C'est vous qui organisez les élections dans votre pays. Moi, je sors mon argent, je vous donne pour organiser ces élections. Mais j'ai le droit de regard sur ce qui va se passer. Les amis, soyons sérieux. J'ai le droit de regard. Pour 2 millions, la France dit qu'elle a le droit de regard. Et moi, je trouve que c'est juste. La France a le droit de regard. À partir du moment où c'est elle qui donne de l'argent, elle a le droit de dire un mot, y compris même de choisir, parce que sans la France, ces élections ne devraient pas avoir lieu en principe. Si vous êtes allé commander de l'argent, ça veut dire que s'il n'y a pas la France, s'il n'y a pas cet argent, vous ne pouvez pas organiser les élections. Alors, cette France a le droit de regard sur vos élections, les amis. Il faudrait comprendre ça comme tel. On ne peut pas passer notre temps à revendiquer la souveraineté et dépendre de ces Occidentaux. C'est comme l'Union africaine. Vous êtes surpris que l'Union africaine est gouvernée par l'Europe. Ce sont les Européens qui dictent. Quand il y a une réunion de l'Union africaine, vous avez plus d'Européens que d'Africains que de Noirs. Mais c'est tout à fait normal, c'est eux qui payent. Ils payent les salaires, ils payent les locations, ils payent les ceci, ils payent. C'est normal que ce soit eux. Vous croyez qu'ils vous donnent l'argent pour vos beaux yeux? Il faut être imbécile pour croire de telles bêtises. Les amis,
Il n'y a rien à faire. Les Européens ont le droit de se mêler dans nos affaires à partir du moment où c'est eux qui payent la facture. C'est clair. Ils doivent savoir comment on utilise leur argent. On ne peut pas utiliser de l'argent pour lutter contre eux encore. Non, ça ne se fait pas. Vous comprenez? Regardez ce que fait l'AES. L'AES vient de sortir sa banque, non? Vous avez vu un seul franc de l'Europe, de la Chine, de la Russie, des États-Unis? Non? 900 milliards de francs CFA. C'est de l'argent de l'AES. À ce moment, ils peuvent dire non, ne vous ingérez pas dans nos affaires. C'est pas vous qui nous nourrissez. Mais si ce sont eux qui vous nourrissent, eh ben ils ont le droit de s'ingérer. Monsieur Touadéra, il faut comprendre ça. Ou vous voulez l'indépendance, ou vous ne voulez pas l'indépendance. Un pays qui a tout pour réussir et qui passe son temps. Le Nigeria, le Centrafrique là, est plus riche que le Burkina Faso en termes de ressources naturelles. Le Centrafrique. Le Centrafrique, on le compare avec la RDC. Et Touadéra n'est pas capable de trouver de l'argent parce qu'il passe son temps à aller quémander. Combien? Et puis en plus, ce qu'on lui donne, c'est quoi? Des miettes. 10 millions. C'est pas de l'argent, les amis. Mais ne soyez pas surpris que ceux qui vous donnent ces miettes-là puissent se revendiquer un droit de regard sur ce que vous faites. Qu'ils puissent avoir un mot à dire. Ça, c'est clair. Ça va de soi. Si vous voulez arrêter ça, commencez d'abord par arrêter d'aller quémander de l'argent. Les amis, même votre fils là, quand il sort de la maison, il dit, papa, moi je veux plus habiter chez toi. Moi je suis grand maintenant, je veux être autonome. Ce n'est pas pour que toi tu puisses payer la maison là où il va, qu'il a choisi. Non. Il a choisi sa maison, lui-même il paye. Donc quand le fils fait ça, c'est qu'il travaille. Il va travailler et tout, il choisit sa maison, il choisit sa femme, ses enfants, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous pouvez pas. Vous dites, nous, on veut être autonome. Pas d'ingérence dans nos affaires. Mais vous créez les conditions de l'ingérence. Vous donnez les instruments de l'ingérence à l'ennemi. Eh ben, c'est normal qu'il puisse vous détruire. C'est pour ça que vous voyez que le Centrafrique n'avance pas rapidement comme on le souhaitait. Soyez bénis, j'ai dit. Le débat évoqué par le docteur Rufin s'inscrit dans une réflexion plus vaste sur les mécanismes contemporains de gouvernance, de coopération internationale et de responsabilité institutionnelle en Afrique centrale. À travers son analyse du processus électoral en Centrafrique, il ne s'agit pas seulement d'un commentaire circonstanciel, mais d'une mise en perspective des choix structurels qui façonnent la trajectoire politique et économique de nombreux États africains depuis plusieurs décennies. L'organisation des échéances électorales en Centrafrique s'effectue dans un environnement marqué par des partenariats extérieurs, notamment européens. Cette réalité, loin d'être singulière, reflète un modèle largement répandu dans lequel des appuis financiers internationaux accompagnent la mise en œuvre de processus institutionnels. Le docteur Rufin rappelle que ces appuis sont généralement justifiés par la volonté de soutenir la stabilité administrative et la continuité démocratique, mais qu'ils soulèvent simultanément des interrogations sur la portée réelle de l'autonomie décisionnelle nationale. Dans son propos, l'accent est mis sur une relation de fait. Toute contribution financière engage une attente de suivi, de clarté et de compréhension quant à l'usage des ressources mobilisées. Cette logique, observable dans les relations entre États, institutions multilatérales et partenaires bilatéraux, s'appuie sur des principes de gestion responsable qui dépassent le cadre africain. Elle s'inscrit dans une histoire longue, héritée à la fois des pratiques coloniales, des accords post-indépendance et des dispositifs contemporains de coopération internationale. Le docteur Rufin invite ainsi à dépasser une lecture strictement émotionnelle ou symbolique de la notion de souveraineté. Selon lui, l'autonomie politique ne se décrète pas uniquement par le discours, elle se construit progressivement à travers la capacité à mobiliser des ressources internes, à structurer une économie productive et à assurer le financement indépendant des institutions fondamentales. Dans ce sens, la dépendance financière, même partielle, crée mécaniquement un espace de dialogue renforcé avec les partenaires qui contribuent à cet effort. Cette réflexion trouve un écho particulier dans l'histoire économique de l'Afrique. De nombreux États disposant d'importantes richesses naturelles ont pourtant éprouvé des difficultés à transformer ce potentiel en levier durable de financement public. Les causes en sont multiples, structures économiques héritées, priorités budgétaires, faiblesse des circuits de transformation locale, ou encore insuffisante valorisation des compétences nationales. Le docteur Rufin souligne que ces limites structurelles expliquent en partie le recours répété à des soutiens extérieurs pour des fonctions essentielles de l'État. À travers une comparaison imagée avec la sphère familiale,
il met en lumière un principe universel, l'autonomie réelle repose sur la capacité à assumer soi-même ses choix matériels et institutionnels. Dans cette perspective, revendiquer une pleine indépendance tout en sollicitant des ressources externes crée une tension logique qui nourrit incompréhension et débat. Cette tension n'est pas présentée comme une faute, mais comme une réalité à reconnaître lucidement afin d'en tirer des enseignements constructifs. Le propos s'élargit également à des cadres continentaux, notamment africains, où les mécanismes de financement influencent naturellement les orientations et les priorités organisationnelles. Le docteur Ruffin rappelle que cette dynamique n'est ni exceptionnelle ni propre à un pays donné, elle découle d'un principe simple selon lequel les contributeurs cherchent à comprendre l'impact de leur engagement. Cette compréhension n'implique pas une remise en cause systématique des choix nationaux, mais traduit une interaction structurelle entre financement et gouvernance. Dans cette analyse, l'enjeu central devient alors la cohérence entre discours et pratique. Renforcer la souveraineté ne signifie pas rompre tout partenariat, mais plutôt diversifier les sources de financement, développer des capacités économiques endogènes et accroître la mobilisation des ressources internes. Cette approche progressive permettrait de réduire la dépendance et d'élargir la marge de manœuvre décisionnelle, sans rompre les équilibres institutionnels existants. Le docteur Ruffin insiste sur l'importance de la lucidité collective. Les défis rencontrés par la Centrafrique, comme par d'autres pays africains, ne sauraient être compris uniquement à travers le prisme des relations extérieures. Il renvoie également à des choix internes, à des priorités stratégiques et à la capacité de transformer les potentialités nationales en instruments concrets de développement. Cette transformation requiert du temps, de la méthode et une vision à long terme. En conclusion, son message se veut résolument constructif. Il appelle à une lecture apaisée des relations internationales, fondée sur la responsabilité partagée, la cohérence des choix et le renforcement progressif des bases économiques nationales. L'avenir, selon cette perspective, repose sur la capacité des États africains à conjuguer coopération et autonomie, ouverture et maîtrise, ambition et réalisme. Comme le dit un proverbe africain, le fleuve ne renie pas sa source, mais il apprend à tracer seul son chemin vers la mer.